Ceux qui adoraient cette série télé pourront penser à Prison Break, justement, mais on ne parle pas d'évasion de prison, là. On parle de la récidive. Est-ce la prison qui pousse à la récidive? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300. Dans un instant, on va donner la parole à Bruno, qui nous appelle de Béziers, où il est surveillant pénitentiaire. Sachez-le, des données d'Infostat, du bulletin d'Infostat Justice nous révèlent qu'un tiers des personnes qui sortent de prison récidivent dans l'année qui suit. 5% des personnes qui sortent de prison ont récidivé dans les 30 jours, dans le mois qui a suivi la sortie, et 1 sur 5, 20% dans les 6 mois. Bref, qu'est-ce qui pousse à la récidive? Est-ce que c'est la prison? Bruno, bonjour. Oui, bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Bonjour. Radio. Bonjour. Vous êtes surveillant pénitentiaire à Béziers. Vous connaissez les détenus, vous les croisez tous les jours. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont tendance en moyenne à récidiver dans l'année qu'ils sortent pour un tiers d'entre eux? Moi déjà, je suis pas d'accord quand on dit que la prison c'est ce qui pousse à la récidive en fait. Parce que si on parle de récidive, on parle bien des personnes qui ont pris des petites peines, c'est-à-dire 6 mois, 1 an, 2 ans. On ne parle pas des personnes qui ont pris perpétuité ou 30 ans, parce que eux, par définition, avant qu'ils récidivent, il y en a pour longtemps. Donc on parle de délinquants, c'est-à-dire des petits trafiquants de drogue, les violences sur les dépositaires de l'autorité publique ou les vols et violences, tout ça. Étant donné le nombre de peines alternatives à la prison, les travaux d'intérêt généraux, les peines amendes, la prison avec sursis, les rappels à la loi, etc., et même les peines de prison ferme qui ne sont pas exécutées avec le bracelet électronique. En gros, toutes les autres peines qu'on donne avant de vous envoyer réellement en prison. Voilà, ce qui prouve qu'une fois qu'ils sont en prison, c'est qu'ils sont déjà en état de récidive. Et déjà, donc, ils sont souvent des multirécidivistes. C'est un petit peu comme si on dit que la prison, c'est l'école du crime. S'ils sont en prison, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin d'y passer avant pour faire leur méfait. On est bien d'accord. Donc, quelqu'un qui va en prison, c'est que vraiment, il a tout fait pour y aller. Donc, il est déjà en état de récidive. Alors, effectivement, la prison, il y a des mauvaises fréquentations. Donc, effectivement, ça peut inciter. Mais de dire que la prison, c'est une incitation à la récidive, c'est occulter tout ce qui s'est passé avant. Et vous, Bruno, vous êtes surveillant pénitentiaire, ce sera ma dernière question depuis longtemps. Est-ce que vous avez gardé le souvenir de détenus qui, au contraire, à cause de la prison, se sont dit ce coup-ci, j'arrête, je rentre dans le droit chemin? À l'intérieur des murs, ils nous disent tous ça. Bon, d'accord, c'est déjà ça. Ça c'est sûr, ils le disent au juge. Voilà, au bout de la 20e condamnation, c'est encore, c'est toujours la même chose. Oui, mais cette fois, ça sera la dernière. Quand on les a en prison, c'est toujours la dernière, évidemment. Bref, vous y croyez pas, quoi? Non, moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis à Béziers. On les voit rentrer, on les voit sortir, on les voit rentrer, on les voit sortir. Et puis quand il y a eu la Covid, il y a 1 an et demi, nous à la prison de Béziers, on était à peu près à 1050, 1080 détenus, on est tombé à 800. On les a revus, pas tous, mais... Vous les voyez revenir, quoi. En fait, oui, ça revient. Donc, malheureusement. Donc, il y a récidive. Merci beaucoup pour votre témoignage, Bruno. Passez une belle soirée du côté de Béziers. Continuez à écouter Sud Radio. Vous nous rappelez au 0826 300 300 quand vous voulez. C'est la prison ou c'est que les détenus sont déjà récidivistes en moyenne, Morad? La question est difficile. Je pense qu'il faut une vraie enquête sociologique à l'intérieur des prisons pour effectivement pouvoir estimer la réalité des réponses à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une belle expérience qui a été menée aux États-Unis qui s'appelle Beyond the Circle, qui a été faite par une sociologue qui avait mis autour d'un rond, comme ça, des détenus jeunes. Et à chaque fois, il y avait 10 questions et à chaque fois qu'ils répondaient par oui sur ce qu'ils avaient vécu dans leur enfance ou dans leur adolescence, ils devaient avancer d'un pas. Vous imaginez ce qui s'est passé à la fin? Ils ont tous avancé? Ils étaient quasiment tous au milieu du rond. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas non plus à chaque fois excuser les délinquants. Je ne veux surtout pas excuser la récidive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi à un moment avoir une véritable politique pénitentiaire. Une vraie politique pénitentiaire, c'est qu'on n'enferme pas les gens pour les enfermer. À un moment, il faut aussi être capable de leur permettre une réinsertion quand il y a possibilité de réinsertion. Si vous prenez l'exemple de La Réunion, dans le centre de détention de Barzour, ils ont créé un centre d'énergie photovoltaïque et derrière, ils ont fait de la permaculture.
Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il y a une vraie politique d'insertion des détenus. Pour cela, ça marche, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut avoir une politique pénitentiaire. Véronique Langlais. Moi, je pense que en fait, ça dépend aussi, par rapport à cette étude, ça dépend de l'âge des détenus, parce que quand on est plus jeune, on est peut-être aussi plus malléable. Le risque de récidive est d'autant plus élevé que les personnes sont jeunes au moment de leur entrée en prison. C'est ce que révèlent ces données. Mais évidemment, il faut quand même prendre en compte l'âge des individus, la durée de la rétention aussi. Alors, si vous êtes jeune, que vous allez déjà en prison, donc vous avez poussé le bouchon loin, et qu'en plus vous avez encore plus de chances de récidiver, vous êtes presque perdu pour la société. Oui, mais quelle récidive? Parce qu'il y a aussi les violences routières, où on peut se retrouver en prison, et on voit que dans la majorité des cas aussi, il y a récidive. Je suis pas certain que la récidive concerne surtout des excès de vitesse, on est d'accord quand même. Non, mais il n'y a pas que des excès de vitesse, dans des excès de il y a des actes dans ces violences routières, vous avez aussi malheureusement des... Vous voudriez voir en tout cas pour quel type d'actes ils ont récidivé? Oui, en fait c'est ça, qu'on ait plus de clarté sur qu'on affine les chiffres comme pour le Covid. Vous avez raison, pourquoi pas. Alaouhi. Écoutez, moi je suis très perplexe. Sur cette étude? Oui, sur cette étude, parce qu'il y a d'autres études qui sont faites aussi par des pédopsychiatres, des sociologues, Maurice Berger, pour ne citer que lui d'ailleurs, qui est vraiment sur le terrain et qui travaille en continu avec des jeunes qui sont dans le CERF où il travaille, donc Centre d'éducation renforcée fermé, et qui explique aussi que la progressivité de la sanction, elle est... aussi symboliquement, on va dire, efficace. C'est-à-dire qu'il faut peut-être, dans certains cas, d'abord priver les personnes qui donc commettent des crimes de liberté avant de parler d'insertion. Il faut qu'il y ait une sanction. De toute façon, pour un crime, on est d'accord, en général, vous allez en prison. Pourquoi ils sont... Oui, mais justement, pourquoi ils sont là? Parce qu'ils n'ont pas été au départ encadrés, quelque part. Oui, mais ça, c'est une fois que c'est fait, c'est fait. C'est pas une excuse en soi. Non, mais il faut bien qu'elle serve à quelque chose, la prison, parce que si on se dit oui, mais c'est parce qu'on a raté quelque chose avant. Oui, mais enfin, c'est facile aussi. Moi, je dis c'est facile de les enfermer, puis après de les laisser livrer avec des gens qui sont plus ou moins bien. Non, mais il y a justement pourquoi là c'est la question des moyens qui se pose, la question des protocoles, la question de la politique aussi. C'est pas juste quand on met effectivement les gens en prison et qu'on laisse les petits délinquants être en contact avec les criminels, voire avec les terroristes, ça n'a aucun sens. Mais on sait très bien que justement les services pénitentiaires manquent de moyens. Il y a qu'à voir comment ça s'est passé pendant la crise sanitaire. On s'est mis à envoyer tout le monde dehors. On a ouvert les prisons. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, on en a du coup repêché après beaucoup qui sont sortis, qui ont fait n'importe quoi. Entre crimes d'escroquerie, violence. Ils n'étaient pas quand même. Enfin, on va quand même pas les victimiser. En tout cas, vous pensez que des criminels qui ont bénéficié. Ce sont des criminels qui ont bénéficié de la clémence du miracle du Covid pour eux. Pardon, c'était pas des crimes quand même. Si on parle de la circulaire de Nicole Belloubet, c'était pas. Ça concernait pas des crimes. On a quand même pu voir qu'il y avait quand même des personnes radicalisées. Il y a des personnes qui dans le Nord ont agressé des femmes très violemment, il y a eu des actes très violents. On ne va jamais gratuitement en prison. Alors qu'ils ont eu la chance de sortir. Morad Aïtabouche, le mot de la fin. Moi, je veux sortir un peu de ce débat parce que, encore une fois, il faut être très clair. Quand Barack Obama décide de légaliser le cannabis aux États-Unis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord, je n'inciterai jamais mes filles à prendre du cannabis. Ensuite, il dit, si on légalise aujourd'hui le cannabis, vous verrez que les Noirs qui sont en prison, il y en aura 50% de moins aux États-Unis. 50%. Voilà ce qu'il dit. Ça veut dire que là, vous parlez de crimes qui sont des crimes de sang. Quand je vous entends, j'entends parler de crimes de sang. Là, quand on parle, parce qu'il y a des pays qui légalisent le cannabis. Aujourd'hui, en France, c'est interdit de vendre du cannabis, etc. Même pour des raisons thérapeutiques, c'est un peu long. Il n'empêche que ces jeunes-là vont en prison parce qu'ils vendent du cannabis. Vous pensez que ça réglerait le problème et qu'on Je ne dis pas que ça réglerait le problème. Je dis qu'à un moment, il faut se poser et réfléchir à la politique pénitentiaire. Il faut aussi réfléchir à la manière dont aujourd'hui on va condamner des gamins parce qu'ils vendent du shit. Alors que dans d'autres pays, et y compris aux États-Unis, Barack Obama a fait la preuve que malheureusement aujourd'hui la prison était discriminante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on va beaucoup plus facilement en prison lorsqu'il s'agit du shit que lorsqu'il s'agit de crimes en col blanc. Les États-Unis et puis de là à dire des gamins, je m'excuse quand même, on sait très bien que les trafics de drogue, ce n'est pas que des petits guetteurs qui rigolent, c'est aussi de l'arme, du proxénétisme, etc. Après, je suis parfaitement d'accord sur la légalisation du cannabis. C'est une grande hypocrisie parce que on s'en sert pour calculer le PIB, c'est déjà intégré en France, et pourtant on ne légalise pas. C'est complètement scandaleux. Ça, c'est un autre sujet, mais ce sera un prochain débat dans les vraies voix. Oui ou non, légaliser le cannabis. En tout cas, on vous posait cette
cette question, les amis. Est-ce que la prison pousse à la récidive? Vous êtes catégorique, vous répondez non à 71% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Tout de suite, on parle d'un sujet autrement plus émouvant. C'est le sort des auxiliaires de l'armée française en Afghanistan.